Je m'appelle Maurice Guibard, je suis le président de la Société historique francophone de la Colombie-Britannique. Je suis muséologue, je suis chargé de cours en histoire à SFU et aussi le chroniqueur en matière d'histoire à Radio-Canada ici à Vancouver. Bienvenue à ceux et celles qui sont auditeurs, auditrices ou qui absorbent le contenu de cette présentation dans le contexte des webinaires montés par Réseau Femmes de la Colombie-Britannique et qui traitent de la participation des membres de Réseau Femmes au programme L'autre histoire, donc qui cherche à relever des expériences de femmes ayant vécu des expériences reliées d'une façon ou d'une autre à des conflits. D'accord? Donc, aujourd'hui, ce que nous allons entamer, c'est les détails au sujet des plaisirs et des pièges de la généalogie et aussi des entrevues d'histoire orale. Un instant, nous tentons d'avancer. Et voilà. Avant de commencer, bien sûr, soyons bien clairs. La généalogie, on parle de recherche de l'histoire d'une personne ou de cette personne au sein de sa famille et de l'histoire de celle-ci. Et voilà ce qui est important. Il existe d'ordinaire un contexte dans lequel vous voulez situer cette personne et on va revenir souvent durant cette présentation-ci sur le contexte qui doit être des plus clairs et c'est vous qui gérez ce contexte-là. Donc, vous êtes toute puissante dans ce projet et la responsabilité est bel et bien la vôtre à ce niveau-là. Comment commencer? Donc, il faut absolument reconnaître qu'au cours de son vécu, la personne avec qui vous traitez a eu ses faiblesses, a vécu ses faiblesses et vous n'en êtes pas la juge. C'est à vous tout simplement de relater. Vous êtes historienne, vous soulevez les faits, les anecdotes, les expériences et vous les présentez telles quelles. D'accord? On ne juge jamais, on ne fait aucun commentaire qui pourrait remettre en question la validité du vécu de cette personne. D'accord? Il faut être prête, il faut que vous soyez prête à verser en plus le temps nécessaire pour obtenir les résultats que vous désirez accomplir, des choses que vous voulez accomplir parce que ça peut entraîner un travail plus approfondi que vous le pensez à la longue. On ne sait pas, ça varie selon la personne et selon les situations. Il y a un volume, un éventail incroyable de sources de renseignements qui existent déjà, qui vous sont disponibles et il ne faut surtout pas hésiter à profiter de ces ressources. Et on va parler justement des lieux où on peut trouver ces ressources en ligne, en personne, etc. et en région aussi. D'accord? Donc, quel est votre but? Que cherchez-vous à accomplir? C'est les questions de base que vous devez répondre avant de parler à quiconque dans votre projet de recherche. Si vous arrivez à quelqu'un et vous commencez, vous balbutiez à quelque chose de pas tellement bien établi, vous perdez votre crédibilité, vous perdez l'entrain, vous perdez l'intérêt de la personne ou vous le diminuez du moins. D'accord? Donc, soyez très, très clair sur ce que vous recherchez dès le début et c'est même très bien aussi d'en dresser la liste sur papier. Comme ça, moi, vous le dire, ben, ça a du bon sens ou ça a moins de bon sens, d'accord? Qu'est-ce qu'il vous manque avant que vous puissiez être pris au sérieux dans vos démarches, d'accord? Aussi, soyez prête à répondre aux questions parce que la première question, ben, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? D'accord? Comment vous allez partager ces données-là? Il faut que vous soyez absolument certaine de ce que vous allez faire avec les résultats de ce projet-là. Donc, vous devez être bien au courant de ce que ça entraîne de participer au projet L'autre histoire, quelles en sont les retombées, quel est le futur du produit que vous êtes en train de créer. D'accord? Vous devez aussi pour vous-même, là, déterminer comment, pour vous, ça marche mieux d'aller dénicher ces renseignements-là. Donc, bien sûr, on parle ici, on veut du face-à-face, on veut des rencontres, on veut des conversations. Autrement, on parle
de ressources de base quand même quand on parle d'histoire, on parle d'archives, on se replie sur les bibliothèques qui ont toujours bien sûr leur rôle à jouer. En ligne, des données innombrables, sans fin, je veux dire, et d'importance richissime. D'accord? Et on en vient ensuite à l'entrevue d'histoire orale. Euh, mais on va revenir sur chacun de ces points durant notre présentation aujourd'hui. Donc voilà, les sources possibles. On commence. Donc, on parle d'abord de livres. On peut parler de Bible. Chaque famille, quand même, chrétienne, aura eu à un moment donné une Bible et souvent, ces Bibles ou ces Corans, ces livres religieux sont transmis à différentes générations de la famille et souvent, sans même qu'on s'en aperçoive, surtout pour ceux et celles qui lisent moins ces livres religieux aujourd'hui, il y a une ou deux pages qui ont été compilées par l'ancêtre au sujet des données généalogiques de la famille. Donc, ça vaut la peine de s'y replier. D'accord? Les journaux personnels. Des sources incroyables quand on peut y avoir accès. Ça m'est déjà arrivé que quand je me rendais compte qu'il existait des journaux personnels, qu'on me les refuse. Parce que justement, c'était perçu comme étant trop personnel. Donc, ça peut être frustrant, mais au moins, si vous savez que des journaux personnels existent, vous pouvez peut-être demander à votre source, si elle n'est pas prête à vous les prêter ou à vous y donner l'accès d'une façon ou d'une autre, de peut-être les parcourir et déterminer sur quelque chose qui pourrait vous aider. D'accord? Les annuaires. Donc, on peut parler de toutes sortes d'annuaires, des annuaires même téléphoniques, des annuaires d'école secondaire, des annuaires de commerce, d'énormes commerces qui émettent chaque année des annuaires de leur personnel, etc., etc. Et même, je pense à la Syrie, à Mayerville, qui le faisait justement. Donc, il y a quand même un contexte imprimé de documents qui traitent soit d'installations qui se rapportent à l'éducation ou au travail. Donc, ces femmes, en particulier, auront peut-être assisté à des écoles ou travaillé à des endroits où des annuaires comme ceux-là existent déjà. Si on revient quand même à la famille, des albums souvenirs. Et là, je ne parle pas simplement des albums photographiques, mais souvent, des personnes auront compilé des albums dans lesquels ils auront tout mis ce qui était qu'elles percevaient comme étant important pour elles. Donc, d'une part, on y voit souvent le vécu de la personne, mais en plus, on voit, de par la diversité de choses qu'on y retrouve, on peut voir des choses qui indiquent ce qui intéressait cette personne-là, ce qui dirigeait peut-être leur vie, ce qui a affecté leur parcours. Donc ça, c'est très intéressant et on y trouve souvent des faits saillants, non seulement de la vie, mais des influences dans leur vie. D'accord? Les biographies, si on est chanceux, là, on peut retrouver des biographies soit de la personne en question, soit de membres de leur famille, soit des personnes de leur vécu qui ont eu une incidence sur elles aussi. D'accord? Et donc, il y a d'autres particularités au sujet des livres, mais voilà pour le moment. Des documents. Si vous êtes capable de trouver des documents, des certificats, des documents, des dossiers d'état civil, etc., ça donne des données de base et des fois bien au-delà de ce qu'on percevrait comme étant de base, qui aident à remplir les blancs dans l'histoire de la personne en question ou de sa famille, d'accord? Donc, on peut parler de dossiers, de certificats de naissance, des dossiers d'études, des certificats de mariage, de divorce, de décès, etc. Ce qui est intéressant, c'est que souvent ces certificats-là, et on va revenir sur où on peut les obtenir, vont avoir bien davantage de renseignements qu'on pourrait s'attendre. Par exemple, si c'est un certificat de décès, on nous donne non seulement la date, le lieu de décès, combien de temps la personne a passé à ce dernier endroit, soit un hôpital, soit une adresse,
la raison du décès, y a-t-il eu une enquête, et tout et tout. Et en plus, on retrouve aussi des membres de la famille qui, eux, ont donné ces renseignements-là aux autorités qui ont compilé ces documents. Donc, on a maintenant des noms de personnes qui sont associées à la personne clé pour nous, sur lesquelles on peut peut-être se replier. D'accord? Euh, Si on poursuit à d'autres, aux journaux, ben voilà, c'est sûr que faut toujours prendre ce qui est dans les journaux avec un grain de sel, mais on peut trouver des articles sur les naissances, sur les fiançailles, la nécrologie, transfert de propriété, les actions judiciaires. Et vous dites, ben, c'est quoi les actions judiciaires? Je veux dire, si on retourne il y a plus de 100 ans dans les journaux de Vancouver, et même aujourd'hui, on peut voir quand même des petites annonces judiciaires, telle année, telle autre en cours, et voici ce qui s'est passé. Donc, et ces choses-là sont souvent accessibles en ligne, très bien indexées. Donc, si vous cherchez une famille, des données sur une famille en particulier, vous pourrez peut-être être surprise de ce qui pourrait surgir. Des changements de nom. Il faut que ça passe par les journaux, tout cela, d'accord? On va revenir sur la nécrologie quand même, parce que là, on parle vraiment de pièges aussi, mais c'est des sources possibles, d'accord? Les documents, des actes notariés, hypothèques, testaments, souvent des dossiers auxquels on n'aurait pas accès, des dossiers d'impôts, mais par exemple des recensements nationaux, régionaux, provinciaux, tout ce que vous voulez. C'est des sources richissimes de renseignements qui peuvent valider aussi ce que vous avez trouvé ailleurs ou, encore plus important, corriger les erreurs. C'est sûr que dans les recensements, il y en a des erreurs. Faut pas se leurrer sur ça, mais reste que ce sont des documents officiels qui sont disponibles. Donc, ça aide de se replier là-dessus. Les documents militaires, puisqu'on parle dans le projet L'autre histoire, on parle de femmes qui ont un lien avec un conflit, une guerre, etc. Dans notre cas, ces femmes n'ont pas nécessairement participé à ces combats. Peut-être que la personne que vous aurez choisie a été militaire elle-même et peut-être aussi dans le contexte canadien, par exemple. D'accord? Donc là, si on parle, si la personne s'est enrôlée comme militaire, donc il y aura un document d'enrôlement, un document de libération du service militaire, des documents sur les citations, les médailles qu'on leur a accordées. Si tel est le cas, en plus, on a des détails sur le quotidien qu'elles auront vécu le jour durant lequel elles auront mérité ces médailles. D'accord? Donc ça peut donner des détails fort, fort intéressants. Des documents d'enrôlement, par exemple, vont donner la couleur des cheveux, les marques sur la peau, droitier, gaucher, la religion, etc. Et la signature y est aussi. Donc, ça peut donner des éléments, mais très personnels, encore plus personnels que, par exemple, les certificats de décès. Le plus triste, c'est pour assurer qu'on puisse les identifier si on ne retrouve que leur cadavre. C'est à ce point-là, d'accord? Mais reste que ces données peuvent humaniser la personne d'autant plus à la longue. Si on se replie sur d'autres documents tels des lettres, ça c'est vraiment, on voit le cœur et l'âme de la personne, avec qui communique-t-elle, comment, pourquoi, etc. Les photos peuvent être des documents importantissimes. Une photo peut nous indiquer et le statut social d'une personne, des particularités sur la façon dont elle s'habillait, des bijoux qui sont reliés à des organismes auxquels elle était membre, des liens avec les personnes, son amour pour les animaux, que sais-je. Mais vraiment, ça peut ajouter de façon importante à votre travail, d'accord? Le passeport, encore si on est chanceux, on peut trouver un passeport qui peut indiquer d'une part le statut le statut social de la personne, parce que c'est pas toute personne qui aura eu un passeport, disons il y a même 50 ans, c'est pas tout le monde qui pouvait voyager, d'accord? Selon les réalités politiques de la personne, selon les réalités financières de sa famille, par exemple. Dieu sait que, par exemple, les femmes canadiennes,
il y a 50 ans, même il y a 50 ans, ça ne voyageait pas beaucoup. D'accord? Donc, d'avoir un passeport, ça peut indiquer le parcours de cette personne et bien sûr, où serait-elle allée? Et peut-être qu'avec les autres sources, vous allez pouvoir découvrir le pourquoi de ces déplacements. D'accord? Les diplômes, si on ne se replie que, par exemple, en Colombie-Britannique, il y a des femmes intelligentes qui sont passées par des universités, qui ont obtenu des diplômes, mais par la suite qui n'ont pas, pour toutes sortes de raisons, exercé des professions. Donc, existe-t-il un diplôme? Explorer cela. Est-ce que la femme en question a pu pour des raisons familiales, toutes sortes de raisons, a pu justement entamer ce processus qui aurait dû suivre, donc d'intégration dans le monde des affaires, du commerce, que sais-je, ou non. Est-ce que c'était des raisons familiales? Est-ce que c'était des raisons religieuses, culturelles aussi? Certaines cultures, on ne travaillait pas, mais quand même, c'était quand même bien d'obtenir un diplôme. Donc, un petit document comme celui-là peut ouvrir toute une avenue d'exploration. Des documents d'organismes sociaux. Et par cela, je veux dire, si la femme en particulier était membre d'un organisme culturel, et là, je parle du multiculturel, par exemple, ou politique, par exemple, religieux. Parlons des Canadiennes encore, qui, jusqu'avant la Révolution tranquille, aurait probablement été membre de tel groupe de femmes catholiques, etc. Donc, quel a été le raisonnement derrière ces appartenances, ainsi que les conséquences aussi de l'intégration à ces organismes sociaux, autant positifs que peut-être négatifs, d'accord? Les comptes y reçus, aussi simple que de passer par un dossier rempli de simples reçus. Si la personne est ménagère, qu'est-ce qui lui était important? Quel était son nécessaire quotidien? Ça peut répondre à une seule réponse. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas vraiment un document qui ne peut pas vraiment nous donner même un ou deux indices sur les particularités de cette personne. D'accord? Et là, avec tout ce que j'ai dit sous la section autre, on arrive à l'autre bout de la ville et on a les pierres tombales. Bien sûr, souvent, et très souvent même, c'est tout ce que nous avons pour les femmes. Parce que souvent, les femmes n'auront aucun accès ou on aurait refusé aux femmes l'accès à la plupart des documents que vous voyez sur cette page. Simplement de leur rôle secondaire, établi par une culture, un pays, une période, et finalement, on ne les retrouve que sur leur pierre tombale. Mais même là, il faut faire extrêmement attention. J'ai retrouvé de nombreuses pierres tombales où les renseignements n'étaient pas corrects. D'accord? Les dates n'étaient pas n'étaient pas les mêmes que celles qu'on retrouvait sur le certificat de décès, par exemple, ou ne reflétaient pas ce qu'on les membres de la famille nous signalaient. Donc là, c'est à vous de garder toutes ces versions différentes et vous devez prouver quelle est la bonne. D'accord? Et c'est sur des documents comme ceux-ci que vous pouvez vous replier pour essayer de justifier votre choix éventuel. Mais comme toute bonne historienne, si vous n'arrivez pas à faire le point final sur la qualité, l'exactitude de vos données, il faut le citer tout en disant voici telle source dit cela, mais cette source dit autrement. D'accord? Dans chaque milieu où vous êtes, il y a probablement un centre francophone dans les environs. Et ces centres francophones ont des trésors qu'on n'imaginerait même pas. À un moment donné, des recherches auront été effectuées, des projets auront été entamés, des produits de ces projets auront été relégués souvent aux oubliettes dans les dossiers de ces centres francophones. Donc, allez parler à ces gens-là, surtout si vous avez de la difficulté, par exemple, à trouver une personne qui vous intéresse vraiment dans le choix d'une personne cible pour votre travail, dans notre histoire. Ces centres
peuvent vous signaler, par exemple, une femme, mais fort intéressante, mais au sujet desquelles soit il reste des questions à répondre, soit on n'a vraiment jamais fait un focus sur la personne et elle le mérite bien, par exemple, d'accord? Donc, vous avez des ressources intéressantes dans ces centres francophones qu'il ne faut pas négliger, d'accord? Les casernes militaires. C'est pas toutes les villes où on trouve des casernes militaires. D'ordinaire, chaque bataillon, par exemple, chaque regroupement militaire canadien et ailleurs aussi, va avoir son propre musée lié dans le lieu d'origine, finalement, du bataillon, par exemple. Donc là, c'est encore, on traite d'une femme militaire en particulier, ou si on parle d'une femme dont le fils, le mari, par exemple, aurait été militaire. Bon, mais là, fort probablement, il y a quelque chose dans ces musées de casernes militaires sur lesquels vous pouvez quand même baser des recherches intéressantes. D'accord? Des faits, parfois, la photo, peut-être ça va être la seule photo que vous allez trouver d'un particulier en uniforme, avec son bataillon, etc. Ou, si vous êtes chanceuse, davantage encore de ressources. Mais ces gens-là vont pouvoir au moins vous donner d'ordinaire le parcours militaire de la personne en question et même des sources. Vous allez peut-être pouvoir découvrir où sont les tombes de ces gens-là. Souvent, par exemple, je parlais de pierre tombale. Ben, j'ai vu souvent, même à Vancouver, une pierre tombale où la pierre tombale de la famille, et on voit quand même un médaillon qui représente le militaire lors de la Première Guerre mondiale, mais qui n'est pas enterré là. Donc, ça devient un mémorial à ce soldat, mais en fin de compte, qui est enterré là où il est tombé, ou dans les cimetières en Europe, les cimetières militaires canadiens, par exemple. D'accord? Donc, si vous devez trouver ces tombes, ben ça, c'est une des sources qui pourrait vous aider. La Légion royale canadienne, ce n'est pas simplement un lieu où on va prendre une bonne bière, c'est souvent aussi l'un de ces endroits où il y a des recueils d'histoire militaire canadienne et aussi des endroits où on peut connaître les membres de la famille de ces personnes que vous recherchez aussi. D'accord? Donc, oui, allez prendre une bière quand même, là, mais on peut quand même aller poser des questions et recevoir souvent des réponses des plus intelligentes à la Légion royale canadienne partout au Canada. De base, les archives, les musées locaux, ils ont tous et toutes des fonds d'information, certains mieux indexés que d'autres. J'en cite seulement quelques-unes ici, mais dans chacune de vos villes, de vos régions, vous allez pouvoir accéder à des familles. Et non seulement au Canada, si vous choisissez quelqu'un en France, par exemple, il y aura quelque chose qui, surtout si c'est régional, local, plus c'est local, plus il y a des chances que la famille en question y soit représentée. D'accord? Mais il faut vous donner le temps de pouvoir faire ces choses-là. Souvent, il ne faut pas s'impatienter parce que ces musées, plus ces petits musées, plus ces petites archives, ce sont des bénévoles qui ne peuvent vous accorder que 2 heures le jeudi après-midi. Donc, prenez-vous bien à l'avance, d'accord? Les sociétés historiques et généalogiques, oui, on y est encore au niveau local. La BC Genealogical Society est vraiment très, très bien positionnée pour répondre à vos questions de cet ordre. Ils sont situés, le bureau principal est à Surrey, d'accord? Et ils vont se faire un plaisir d'effectuer des recherches pour vous. Leurs ressources sont quand même très, très surprenantes. De plus, si vous cherchez une tombe dans un cimetière quelconque en Colombie-Britannique, leurs membres auront dressé des listes des tombes de presque tous les cimetières en Colombie-Britannique. Donc, déjà, à un certain ordre, vous allez quand même avoir cette ressource à votre disposition. Les bibliothèques locales et universitaires. Bien sûr, toute université va avoir une collection spéciale qui, parfois, est claironnée
euh, parfois plus que d'autres. Je connais très bien celle de SFU, de UBC. Je sais qu'à UOVic, UNBC fort probablement. Et souvent, on se replie sur encore l'histoire locale et régionale. Donc, parfois, c'est là qu'on va déposer justement les journaux personnels. C'est là que vous allez trouver les certificats, par exemple. Chose intéressante, par exemple, à l'Université d'Ottawa, il y a le Centre de recherche en civilisation canadienne-française. Et là, on trouve des pièces inouïes de la francophonie, mais de partout au Canada. D'accord? Donc, tenez-en compte. Les collections photographiques de la Vancouver Public Library, des City of Vancouver Archives et des archives publiques de la Colombie-Britannique sont sans pareil si vous cherchez des photos de particuliers en région même. D'accord? Très, très bien indexées, souvent tout à fait réutilisables et scannés souvent en très, très bonne résolution, simplement parce qu'on veut que vous les utilisiez. Si vous utilisez des renseignements et ou des documents, des photos, etc., de quelque source que ce soit, bien citer, bien tenir compte de l'origine de vos sources. Parce que souvent, on l'oublie et vraiment, on leur doit bien cette reconnaissance si on utilise leur matériel. Les cimetières, donc chaque cimetière aura donc des dossiers quand même assez détaillés des personnes qui sont enterrées, souvent qui a acheté le lot, quand, qui a été enterré, qui a compilé les données ou présenté les données au moment de l'enterrement. Ça vous donne des données de base. Certains cimetières vont être plus accessibles que d'autres ou vont être plus prêts à partager ces données que certains considèrent confidentielles. Mais par exemple, le cimetière Mountain View, et ceci à ce site-là, vous allez pouvoir déterminer toute personne qui a été enterrée au cimetière Mountain View à Vancouver. C'est le meilleur au Canada. Et seulement à cet endroit, ce site en ligne. Les recherches en ligne, donc. Il faut vraiment faire attention à où toutes données en ligne, imprimées, les journaux, tout ce que vous voulez, même verbal, peut être erroné. D'accord? Donc, soyez toujours là avec votre antenne pour déterminer est-ce que ça semble plausible, correct? Est-ce que je me rappelle autrement de ce que j'ai lu ailleurs, etc.? Est-ce que je pense qu'il faudrait peut-être faire un suivi pour vérifier ces choses-là, d'accord? C'est sûr qu'on ne peut pas vérifier chaque accent, chaque virgule, mais tenez compte de cette phrase-ci, d'accord? Vérifiez aussi comment les données ont été recueillies, si elles ont été vérifiées par une source crédible, d'accord? Donc, par exemple, Wikipédia. Donc, oui, Wikipédia, servez-vous-en. Ça vous donne des données de base sur presque n'importe quoi au monde et dans un certain pourcentage des sites, les données auront été vérifiées, d'accord? Mais pas toujours. Mais par exemple, si on va un peu plus bas ici avec les sites gratuits, on va tout de suite, on va sauter la première, mais on a Family Search et Ancestry.com, d'accord? Par mon expérience, moi, quand je fais des recherches pour lesquelles je veux utiliser vraiment des données sérieuse, j'évite Ancestry.com. J'y vais quand même pour voir où ça me mène, mais même en vérifiant les données sur ma famille immédiate, il y a de grosses, grosses erreurs. Et pourquoi? Parce que tout le monde peut y afficher ces données. Il n'y a absolument personne qui vérifie ces données-là, d'accord? Donc, soyez vraiment au courant de cette lacune importante avec Ancestry.com. L'autre site, c'est Family Search, qui est beaucoup plus sérieux, quant à moi, dans les gens qui choisissent d'afficher là. En plus, c'est sur Family Search plutôt qu'on peut trouver aussi des copies des certificats de décès, de mariage, etc., beaucoup plus que sur Ancestry.com.
Et d'où proviennent la plupart de ces certificats? Ben voilà, on remonte aux archives de la Colombie-Britannique juste au-dessus. Et voilà le lien qui vous relie à la collection du Royal BC Museum et des archives provinciales. Si vous n'avez jamais visité ce site, allez-y. Ça vous permet quand même de faire une recherche très approfondie et sur des particuliers qui auront vécu des moments importants de transition dans leur vie en Colombie-Britannique. Donc, s'ils sont nés en Colombie-Britannique, baptisés ici, mariés, divorcés, s'ils sont décédés en Colombie-Britannique, d'accord? Là, leurs documents, ils seront. Je pense qu'il y a peut-être ces 20 ans, les 20 dernières années, je pense, ils sont toujours pas. On met ça à jour d'année en année. Et depuis à peu près 5 ans maintenant, pour presque chaque entrée, on retrouve maintenant l'imprimé des certificats eux-mêmes. Donc, tout à fait copiable en plus, qui vous donne toutes les données, qui vous donne toutes sortes de pistes, d'accord? Les adresses, tout ce que vous voulez. Donc, ça, c'est très, très important comme ressource. Ce qui est intéressant, c'est un terme, c'est simplement ROC, c'est la reconnaissance optique de caractère. Ce qu'on voit davantage de plus en plus, j'ai l'impression que ça va être comme ça pour presque toute numérisation. Maintenant, c'est plus aussi simple de tout simplement, je devrais dire, numériser un document, mais il est numérisé de façon qu'il est interrogeable. Donc, souvent, beaucoup de documents et comme je dis, presque tous les documents vont l'être d'ici très peu de temps, interrogeables simplement parce que le système de scanning reconnaît les caractères sur le document d'origine. C'est vraiment un très bel outil. Soyez assurés que pour chaque nom que vous cherchez, dans toutes les sources que je vous ai données, vous allez trouver un éventail intéressant de variations d'orthographe de ces noms-là, d'accord, qui varient selon les transcriptions qu'on aura faites ou même des choix que la personne aura fait. Par exemple, j'ai trouvé dernièrement un Desjarlis, donc D-E-J-A-R-L-I-S, mais c'était un Desjarlais, mais qui a changé son nom en Colombie-Britannique parce que il disait les gens avaient de la difficulté à prononcer son nom. À Surrey, il y a le quartier Newton. Les premiers résidents de Newton, c'était une famille franco-ontarienne qui s'appelait Villeneuve. Ils ont traduit leur nom à Newtown. D'accord? Donc, on peut voir des transformations et souvent des variations de noms. Donc, chaque fois que vous allez en ligne et vous faites une recherche, par exemple, l'exemple parfait avec Family Search et aux archives de la Colombie-Britannique, on va vous indiquer comment mieux chercher un terme. On va vous donner un choix. Est-ce que je cherche le nom exact que je viens d'insérer ou quelque chose qui ressemble à cela? Allez-y avec ressemble, d'accord? Parce que là, ça va vous donner un éventail beaucoup plus intéressant. Ça peut faire peur au début parce que vous allez peut-être finir avec 5000 entrées, ce que vous ne voulez pas, je vous le donne, mais vous allez pouvoir ensuite tâtonner. Vous allez vite vous rendre compte comment bien traiter avec cet outil qu'on vous offre, de trouver peut-être, d'avoir accès peut-être aux variations de noms qui existent et qui vont vous donner peut-être accès à des documents autrement cachés ou que vous ne trouverez tout simplement pas. Les documents copiés d'autres sources, c'est par exemple les recensements. Et là, on voit de nombreuses erreurs de transcription de noms, par exemple. Il y a aussi des documents d'entrée d'immigration où finalement, on aura aussi autant récentes que d'il y a 100 ans, où on aura transcrit le nom seulement de la façon qu'on l'aura entendu. D'accord? Donc, parfois, la famille ayant reçu ce document-là, va changer son nom officiellement à cette version. Parfois, non. Donc, vous avez déjà deux versions de ce nom-là. Et voilà. Nous allons aussi, nous voyons aussi souvent, par exemple, des prénoms. Par exemple, j'ai rencontré des Maria. C'est pas la fin du monde, Maria, mais une Maria qui m'a dit, quand j'ai commencé à travailler à Vancouver, ma patronne qui était britannique a dit,
On va t'appeler Mary. Bon, ben, son nom est devenu Mary. Mais il reste que vos documents disent Maria. Donc voilà, même cette petite entrave qui vous ralentit dans vos recherches, soyez au courant que peut-être c'est aussi simple que ça, d'accord? Les histoires familiales sans documentation. Donc là, vous avez parfois, puis des fois, c'est plus que parfois, il n'y a aucune documentation, d'accord? Pour toutes sortes, même ma famille en France, je veux dire, des églises détruites durant la Révolution, donc les documents ont tous péri. Aussi, si on parle d'Autochtones, souvent l'histoire est orale, d'accord? On donne de plus en plus, les historiens, on donne de plus en plus d'importance et de crédibilité à l'histoire orale, d'accord? Il faut tout simplement savoir que il y a un grain de sel à ajouter à ça et ça ouvre des portes. D'accord? Il faut pas tout simplement dire non, non, ça ne vaut rien parce qu'il n'y a rien d'imprimé. Non, ça a sa valeur. D'ailleurs, pour les Autochtones, au niveau historique, on se rend compte que, mon Dieu, il y a vraiment des grosses ressemblances avec le fait historique concret suite à des décennies de recherche. Donc, chapeau. Ça prouve que l'histoire orale a son pendant dans l'histoire établie, d'accord? Les faits divergents entre les diverses sources, j'en ai parlé. Euh, et voilà, donc, soyez tout simplement au courant je vous garantis, vous allez trouver des faits divergents, mais recueillez les sources de ces faits divergents et ensuite arrivez à vos conclusions, mais soyez judicieuse dans vos choix et dans vos explications sur vos conclusions. D'accord? Vous devez de présenter ces diverses versions. Vérifiez autant que possible. Je pense que je n'ai pas besoin d'épanouir là-dessus. Un avis nécrologique. Donc, vous trouvez, par exemple, ma tante Pierrette. Ben tiens, il y a 4 lignes sur ma tante Pierrette dans la nécrologie de 1940. Et en passant, si on parle de journaux, là, on trouve les avis nécrologiques. Si on parle de la Colombie-Britannique, avant la Deuxième Guerre mondiale, même jusque vers les années 60, c'est pas dans le Sun vraiment qu'on va aller chercher, c'est dans le Province qui était plus important à ce moment-là. Donc, vous allez trouver davantage dans le Province. Donc, l'avis nécrologique. Si vous êtes chanceux, vous allez en trouver un, mais sur une femme, 50%, il n'y en aura pas de probabilité, d'accord? Si c'est là, parfois, ça veut dire que la personne, si elle a mérité un avis nécrologique, peut-être figurait-elle comme dans les pages sociales aussi, ou aura-t-elle accompli quelque chose dans son vécu qui lui aurait mérité un article dans ce journal-là. Donc, quand vous trouvez un avis nécrologique, parcourez les pages de ce journal-là, vérifiez la date du décès dans la vie, et ensuite allez dans les 1, 2, 3, même 4 jours après, et vous feuilletez les pages en ligne, bien sûr, sur les microfilms, et vous allez peut-être être surprise de ce que vous allez trouver. Je vous le souhaite. Les erreurs délibérées ensuite. On peut en trouver au niveau culturel où on change des noms. Je vous ai parlé de mauvaises transcriptions au niveau des recensements, des documents d'immigration, des gens qui vont changer leur nom sans vraiment l'afficher dans les journaux, bien que légalement, elle devait le faire via les journaux, mais la personne peut changer son nom parce que c'est un nom juif, par exemple. C'est un nom gitan, par exemple. C'est un nom qui est lié à un personnage duquel ils ne veulent plus porter le nom. Hitler, par exemple. Il y en a eu qui ont changé leur nom. Des noms allemands, il y en a beaucoup qui ont disparu au moment de la Deuxième Guerre mondiale, qui ont été anglicisés. D'accord? Etc. Où on rendait, par exemple, des noms de l'Europe de l'Est, on les anglicisait parce qu'on voulait assurer le futur social de la famille. D'accord? Oui, donc, le militaire, des erreurs délibérées où on va, par exemple, changer l'âge de la personne. On va peut-être vieillir un homme ou une femme qui veut s'inscrire parce que, disons elle a 16 ans et la date de participation aux forces armées, c'est 18 ans, on va se vieillir, d'accord?
On voit aussi des exemples, plutôt rares, mais on en voit quand même, où la personne se rajeunit ou pour des raisons de mariage. Et j'en ai vu une où une femme s'est rajeunie parce que son mari voulait des enfants et elle voulait le marier, même si elle était d'un âge où probablement elle n'aurait plus d'enfants. Donc, toutes sortes de raisons, parfois qui vous surprennent, où on se vieillit aussi pour des raisons par exemple, pour pouvoir accéder à un testament plus tôt que prévu, etc. Des questions d'embellissement ton parcours. Il y en a partout, partout, partout. Et même, je viens de faire une entrevue avec un ancien combattant où, finalement, dans sa mémoire, c'était son navire qui avait coulé tel et tel sous-marin, mais ce l'était pas. C'était le navire qui accompagnait le sien, à qui on a donné vraiment cette importante victoire. Donc, des fois, l'embellissement, ça vient avec la mémoire. On répète souvent aussi des choses qu'on a eu tendance à embellir au fil des décennies et ça devient fait. Donc, c'est pas facile, mais c'est à vous d'essayer d'éplucher tout ça aussi. La question des adoptions a toujours été un fait très délicat. D'accord? Ça traite de nom, de changement de nom, de changement de culture toujours aujourd'hui. Il y a des liens avec les héritages, etc., etc. Donc, vous allez peut-être découvrir des choses intéressantes au niveau des adoptions aussi. L'entrevue d'histoire orale. Donc, vraiment, ciblez bien votre sujet. D'accord, vous savez ce que vous voulez faire au début, mais vous méritez pour vous et pour cette personne-là de bien vous asseoir et d'avoir des discussions approfondies sur ce que vous voulez de cette entrevue-là. Qu'est-ce que vous voulez faire ressortir, d'accord? Soyez très clair, si vous avez déjà déterminé ce que vous voulez faire, soyez très clair avec ce que vous voulez faire ressortir, d'accord? Le troisième point, c'est de signaler, rassurer la personne qu'elle aura le dernier mot sur ce qui va paraître. D'accord? Et un document légal à ce moment-là aussi que vous allez signer, on va y revenir à la fin. Déterminer quand et où, souvent c'est à l'endroit préféré de la personne interviewée. Souvent, c'est chez eux, là où ils sont à l'aise. D'accord? Souvent, vous allez préférer que ce soit chez eux, simplement parce que c'est là que la personne peut sortir. Ah, j'ai une photo justement, ou j'ai déjà un document, je peux vérifier ça, etc. Ça peut ajouter, ça peut compliquer la chose un peu aussi, mais ça peut y ajouter. D'accord? Parfois, vous allez vous rendre compte pendant la séance, il nous faut plus d'une séance, d'accord? Parfois, la personne ne pourra pas se rappeler de tous les détails pendant cette première entrevue. Vous allez peut-être vouloir une deuxième entrevue. Si vous choisissez d'enregistrer ou de filmer, je vous encourage de filmer, absolument demandez la permission à l'avance. N'arrivez jamais avec une technologie qui va surprendre la personne. Vous allez la décomposer, la débobiner et ça va avoir une incidence négative sur l'expérience. Revenez sur les points faibles pendant l'entrevue ou à la fin de l'entrevue, mais ne les laissez pas s'échapper. Je reviens là-dessus. Le lieu confortable, bien sûr. Ça arrive quand même assez souvent, surtout dans des couples, qu'on vous dit, je peux m'asseoir dans la salle, n'est-ce pas? Essayez de décourager cela. Parce que c'est inévitable, la personne va s'intégrer à la conversation, va tenter de corriger, et parfois c'est pour le mieux, mais reste que ça complique la chose. C'est à vous de déterminer la chose, d'accord? Voulez-vous interviewer 2 personnes à la fois ou une seule? Mais on recommande toujours une personne seulement, c'est un tête-à-tête, d'accord? Toutes les 30-45 minutes, une pause pour tout le monde, ça fait du bien. Au fur et à mesure que la personne présente ses expériences, vous allez vous rendre compte qu'il y a des pistes qui surgissent, qui sont surprenantes et que vous ne voulez pas perdre. Donc, prenez-en note tout simplement, sans déranger la personne qui pourrait voir que vous écrivez quelque chose, mais revenez-y plus tard. Une semaine plus tard, la personne va peut-être avoir des points pertinents à relever, donc faites un suivi, bien sûr. Et si
et bien à l'avance, souvent vous allez voir ça, si l'entrevue devra comporter des données délicates, entendez-vous sur comment vous allez en traiter. D'accord? Mieux vaut le faire à l'avance plutôt que de vraiment créer des problèmes que vous pouvez vous imaginer durant l'entrevue. Et encore, la mémoire n'est pas parfaite. On prend un grand respire et on continue, n'est-ce pas? L'interviewé, il y en a beaucoup qui vont vous demander une liste des questions à l'avance. Vraiment, là, refusez. D'accord? Euh, Chaque personne, surtout si vous avez eu des conversations avec la personne sur ce dont vous allez parler, elle va se relaxer très, très rapidement. Vous êtes responsable du climat de l'entrevue aussi, mais donnez-lui les sujets dont vous allez discuter, mais évitez ces questions préétablies parce que là, vous allez tout simplement avoir un perroquet devant vous. D'accord? La spontanéité va disparaître complètement. Si l'interviewé, si vous êtes inquiète des faits, ou si la personne, c'est ça, se demande si vraiment est-ce que c'est correct ce que je me rappelle, bon ben vous rassurez la personne qu'il y a quand même des corrections qui peuvent être apportées, même si par exemple, le récit, la présentation est superbe, vous pouvez quand même glisser de façon technologique une correction en bas de page aussi pendant l'entrevue à la longue, d'accord? Pour relaxer aussi l'interviewé, demandez-lui s'il y a des questions pour vous, par exemple. Vous pouvez commencer comme ça, d'accord? Les aspects techniques, euh, mon Dieu, apprenez comment manipuler votre matériel technique, des essais, sachez exactement comment vous y prendre. Si vous êtes débobiné au début, cette frustration va s'imprégner dans le processus et dans l'entrevue elle-même, d'accord? Apporter des batteries, apporter une rallonge, s'il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner, c'est ce jour-là que ça va arriver, c'est presque garanti, d'accord? Euh, N'oubliez pas de mettre votre caméra, votre matériel en mode enregistrement, captation. Sinon, vous ne serez pas la première personne à revenir chez elle après 2 heures d'enregistrement et sans rien d'enregistré. C'est pas par ça que vous voulez passer. Soyez très prête avec vos questions, mais soyez quand même prête à apprendre les pistes qu'on vous offre. Euh, Essayez de ne pas trop interrompre, laissez parler la personne. Vous pouvez toujours demander des précisions dans la question suivante. Et surtout, rendez-vous muette durant l'entrevue. Vous ne répondez pas, vous ne faites pas vos ah, c'est merveilleux, c'est intéressant, vraiment rien de cela. Vous laissez la voix et l'onde entière à votre interviewé. D'accord? Soyez empathique, curieuse. N'oubliez jamais, si vous êtes nerveuse, l'autre partie le sera aussi. Évitez donc les questions qui se répondent que par un oui ou un non. Et ça, posez-vous les questions à haute voix, même avant l'entrevue, bien sûr. Puis comment la personne pourrait peut-être répondre à cela. Si c'est un oui ou un non, vous corrigez votre question. D'accord? C'est garanti, certaines personnes interviewées vont prendre une piste inattendue. Prenez-la si vous voulez, mais vous pouvez dire, ben là, si on revient à notre question originale, ben voilà, c'est comme ça. Ça se fait doucement, puis l'interviewé, il n'y aura pas de problème. Vous pouvez la remanier à cette façon-là. Les pistes multiculturelles sont riches et je vous encourage à les prendre, mais soyez consciente de là où ça pourrait vous mener. D'accord? Essayez d'être prête pour ces résultats-là. D'accord? Commencez l'entrevue avec votre nom, celui de l'interviewé, la date, les données de base que vous voyez là. Puis la première question, bien sûr, vous voulez les détails de base de la personne en question. Ça vous cite, ça permet à la personne aussi à s'habituer au micro, les 2, 3 premières questions qui entrent. Déjà, d'emblée, la personne va savoir où elle en est.
Si l'interviewé veut arrêter l'entrevue pour un commentaire off the record, donc officieux, euh, elle vous le demande, donc vous devez respecter cela. Vous pouvez tout de même suggérer, est-ce qu'on peut peut-être y revenir après la fin de l'entrevue? D'accord? Ça n'arrive pas tellement souvent, mais c'est déjà arrivé. Donc, si vous coupez l'entrevue, il va y avoir peut-être une certaine difficulté à reprendre là où vous étiez auparavant. Donc, essayez de reporter un commentaire hors de ce contexte-là. Si la question entraîne une longue pause, une réaction émotive, vous allez peut-être ressentir un besoin de faire une pause, mais essayez d'éviter cela. Ça fait partie de l'entrevue. D'accord? Vous ne cherchez pas à bousculer, vous ne cherchez pas à faire pleurer les gens, ni de minimiser les réactions émotives non plus. D'accord? Ça fait partie de ce processus-là. À moins que la personne soit tellement mal à l'aise qu'il faut arrêter, essayer de tout simplement garder le processus. D'accord? Si finalement l'interviewé présente quelque chose qui vous rend vraiment inconfortable, inattendu, et vous ne voulez tout simplement pas en parler, des choses illégales, des choses hors de tout contexte que vous aurez abordé à ce moment-là et que vous ne voulez pas enregistrer, vous vous excusez, c'est à vous de déterminer où s'en va l'entrevue. Vous dites, revenons donc à cela. Au pire, vous dites, je ne suis pas à l'aise avec ceci, on va changer de sujet. Et que pensez-vous de ceci, par exemple, d'accord? Donc, c'est à vous, finalement, de prendre la bête par les cornes et de faire ce que vous voulez faire, accomplir ce que vous voulez voir accompli. Qu'est-ce qui arrive ensuite si vous créez des dossiers de données? N'utilisez jamais des initiales Jeanne P. Sauvé. La personne a un nom entier, écrivez le nom entier. Vous pouvez souligner le prénom utilisé si vous voulez. Si la personne est connue d'un sobriquet, voilà une façon de pouvoir reconnaître ce sobriquet-là qui va peut-être surgir aussi dans la conversation. Donc, au fil de la lecture des imprimés qui suivront, la personne le lecteur va pouvoir déterminer, ah oui, Jeannot, c'était cette personne-là, d'accord? S'il s'agit d'une femme, obtenez tous les noms que cette personne-là aura utilisé de son vécu. Dans certaines cultures autochtones, par exemple, il y aura peut-être 5 ou 6 différents noms même. Mais jamais, jamais une femme n'est réduite à Madame Sylvain Robillard, par exemple, d'accord? Évitez cela à tout prix. J'ai même pas besoin de vous le signaler, mais on le voit, d'accord? Soyez des plus consistantes aussi au sujet des dates. Évitez la numérotation des mots, des mois, voyons. Écrivez par exemple le 9 juillet 1915 plutôt que 9-7-15 parce qu'on c'est quoi donc le mois et s'agit-il de 1915 ou 2015? Parce que votre produit final va être consulté dans 100 ans. N'oubliez pas cela. Donc là, j'ai parcouru quand même assez rapidement des détails techniques, des détails de base pratico-pratiques. C'est à vous d'utiliser les ressources qui sont là pour vous dans l'ampleur que vous voulez vous accorder au niveau du temps, au niveau de votre thème, votre personne choisie. Et ensuite, les dossiers sont encore plus importants souvent que le document enregistré, la vidéo, si vous voulez. Donc voilà, sur ce, je vous quitte. Je vous souhaite bonne chance avec vos entrevues et je suis toujours heureux de répondre à vos questions et je suis aussi disponible pour vous aider si vous avez vraiment des problèmes pour trouver des personnes à interviewer dans vos régions. D'accord? Bonne chance et au plaisir.